Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Professeur Grégoire Lefoba, philosophe, auteur, essayiste, conférencier, membre de la Société congolaise de philosophie, acteur politique, plusieurs fois membre du gouvernement. Nous allons évoquer les différentes facettes de son profil sans filtre aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour, bienvenue. Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Bonjour professeur Lefoba et bienvenue dans Sans filtre. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes disposé à tout nous dire sur votre profil, le parcours sans filtre aujourd'hui? Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Une fois de plus, bienvenue dans Sans filtre. Comme annoncé, nous recevons le professeur Grégoire Lefoba. Bonjour professeur Grégoire Lefoba et bienvenue sur le plateau de Sans filtre. Merci, bonjour. Voilà, professeur, vous êtes né le 23 octobre 1956 au Gabon et vous êtes père de 8 enfants, marié, philosophe, conférencier, essayiste, plusieurs fois membre du gouvernement. Et acteur politique également, membre de la Société congolaise de philosophie. Est-ce que vous êtes prêt pour que nous parlons de votre profil sous différentes facettes, sans filtre, sur notre plateau? Parler de mon profil, cela suppose que vous allez commenter parce que c'est des faits réels. Sans filtre, c'est pour m'éviter d'utiliser la langue de bois. Je ne sais pas à quel sujet. Ensuite, le reste ça dépendra de l'émission. Voilà. Alors, professeur, dites-nous pourquoi on vous appelait le chouchou de la politique congolaise. Est-ce parce que vous étiez porte-parole de l'ancien président congolais Pascal Lissouba et porte-parole de l'actuel président pendant l'élection présidentielle de 1992? Oui, chronologiquement, bon d'abord, c'est pas... Le sobriquet se donne par d'autres personnes. On m'a donné un sobriquet, vous, en faisant le commentaire, vous pensez que j'ai été chouchou. On ne peut pas être chouchou dans la bêtise, il me semble. Cela suppose que ma présence en ces lieux a fait réfléchir et à pousser les milliers de personnes à donner d'abord un sobriquet. Je ne sais pas qui exactement ce qu'il a formulé ainsi, Manamboka. Ensuite, bon, ce que vous êtes en train de dire, ça ne vient pas du néant, puisque les journaux de la place en 91, il y a 35 ans, Madoukou Tchekele, le choc, avait fait ces titres-là. Et puis en faisant même des comparaisons avec le personnel politique français de l'époque, notamment Laurent Fabius, vous pouvez lire les articles publiés par Azir Dominique de Marseille à l'époque. Donc, il faut beaucoup de modestie pour parler de soi. Et je préfère ne pas m'y hasarder, sauf si vous dites quelque chose qui est soit exagéré, soit minoré. En ce temps-là, je vous dirai ce que je pense. Derrière le professeur Grégoire Lefoba, c'est tout un parcours et nous allons commencer par votre parcours scolaire et académique. La règle du jeu, professeur, c'est que, je cite votre parcours, ce n'est qu'à la fin que je vous accorde la parole à chaque étape pour que vous puissiez commenter. Voilà. Entre 1961 et 1968, vous faites l'école primaire d'Oyabi où vous obtenez votre BPC. En 1968 et 1973, vous êtes au collège général de Kélé où vous obtenez votre BMG.
Entre 1973 et 1976, vous rentrez au lycée champagnat de Makwa, vous obtenez votre bac, un bac A4. 1976-1982, vous êtes à l'université de... Aidez-moi, professeur, à prononcer ce mot. L'université d'État de Monosov de Moscou. De Moscou. Et entre 1977 et 1982, vous avez un master en philosophie. 1986, une thèse de doctorat. C'est l'une des 5 premières universités au monde. Oui, à l'époque. Donc, à Moscou, en Russie. 1998. En Union soviétique. À l'époque. 1998-1999, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de l'École des hautes études internationales de Paris. Vous obtenez un DUG en droit à l'université Marien Ngouabi. Malheureusement, vous n'avez pas pu obtenir votre licence en droit parce que les événements malheureux qu'ont connu notre pays vous ont empêché. Non, ce n'est pas obtenir, je n'ai pu passer. Obtenir, ça veut dire que vous avez fait, vous avez échoué. Tel n'est pas le cas. Voilà. Vous êtes très sensible au mot en tant que philosophe, oui. Non, à la précision. Oui. Déjà, vous avez dit que sans filtre, oui. J'ai fait l'école primaire dans cette école et j'ai eu des formules différentes. Quand j'arrive au CM2, d'ailleurs, déjà quand j'étais au CE2, au CP2, on m'a fait sauter de classe. Pourquoi? Ben, je vous dirai après, certainement. Il y a deux choses, où on vous fait passer en classe supérieure, ou on vous rétrograde. Dans mon cas, je suis passé de CP2 à la fin vers décembre pour le C2. Donc, on sort une classe. J'ai tenu. Au moment où je devrais rester et passer en CM1, la petite sœur à ma mère, qui était à Brazzaville, qui était lettrée, a demandé au professeur d'école qui m'enseignait, à l'époque on les appelait instituteurs, qui m'enseignait, qui était d'ailleurs un membre de ma famille, monsieur Soula Gaston, de me remettre à ma classe parce que, semble-t-il, j'étais un peu étourdi quand j'étais très, très petit. Et donc, elle avait peur c'est vrai que je comprenais certainement vite, mais elle avait peur que ça ne revienne. Et donc, je suis passé, et quand j'ai été au CM2, on m'avait confié de vendre un porc-épic à l'école. De vendre un porc-épic à l'école? Oui, moi, je faisais l'école chaque jour. Oui. 8 km, sinon 9 km aller-retour, ou 7 km aller-retour. Et mon vieux... Tous les jours? Ouais, de lundi à vendredi. Oui. Ce jour-là, il y a des périodes entre janvier et le mois de mars. Dans les zones de forêt, il y a une petite disette. Donc, les aliments se font rares en termes de viande de chasse. J'ai amené un porc-épic. On m'avait désigné à qui devrais-je le vendre. C'était à monsieur Nguesso Patrice. Et le directeur d'école n'était pas très content. Monsieur Mendom Jules, je cite le nom pour que mes contemporains me contredisent. Alors, il m'a fait partir de l'école pour n'avoir pas vendu le porc-épic à lui. Et donc, du mois de mars à presque au mois de juin, je n'étais pas à l'école. Et puis, on est venu faire le concours. Ouais. Et au concours, à l'époque, la dictée était éliminatoire. J'avais tout fait. Mais je pense qu'il n'était pas content. Je pense malheureusement, et heureusement pour moi, je me suis retrouvé au collège en 68. Et quand je me suis retrouvé au collège, en 5e, il y avait un maître, je pense qu'il vient... Mais qu'est-ce que, prof, vous retenez de ce parcours-là, parce que vous me dites que vous faisiez plusieurs kilomètres les jours de la semaine pour vous rendre à l'école à pied. Qu'est-ce que vous retenez Non, moi je pense qu'au cours d'une émission comme celle-ci,
Oui. Il faut retenir ce qui me paraît être essentiel, c'est-à-dire digne de mémoire. Bon, vous faites bien de me le signaler. La période de l'école primaire, en dehors des trajets que je faisais. Oui. Mais parce que l'école était à 7 ou 8 kilomètres. Donc, on allait le matin très tôt à 6 heures. On mangeait au premier ruisseau qui traversait la route pour avoir le temps de vous laver les mains. Et quand vous arrivez au fond au début du village, vous laissez vos mains dans une petite forêt galerie. Et, si vous n'avez pas de complice pour vous recevoir, laissez votre alimentation. Mais cette période est marquée par l'ambiance. Il y avait les menaces de Tchombe qui devraient envahir le pays. Monsieur Nguesso Patrice Nguesso, qui nous enseignait à encadrer la GMNR. C'était un grand sportif. Et puis en même temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre Pascal Lissouba, qui a fait 7 jours dans le district de Kélé. Il dormait presque, après chaque 4 villages, il passait la nuit. C'est votre premier contact, parce qu'on va arriver lorsqu'on parlera de votre engagement et la carrière que vous avez eue. Oui, mais sauf que c'était à l'école. C'est le premier contact que vous avez eu avec C'était même pas un contact. Moi, j'étais à l'école primaire. C'est moi qui ai lu le mot de bienvenue au Premier ministre de l'époque. Ben, je ne sais pas ce qui a conditionné le maître, c'est la facilité de lecture, hein, je pense. Voilà, merci professeur pour ce commentaire sur votre parcours scolaire et académique. En ce qui concerne Ah non, vous avez parlé de collège. Vous avez parlé de collège. Oui, j'ai parlé. Grosso modo, vous commentez tout. Parcours scolaire, académique, vous parlez le collège, l'université, en un mot. Pour que on avance dans l'émission. Oui, parce que c'est vous qui avez scindé ça en plusieurs modules. Oui. Au collège, il y a un fait marquant qui est digne de mémoire. Oui. C'est-à-dire quand je me retrouve en 3e, monsieur Pierre Ngakoso, directeur de collège, qui était prof de sciences, physique, chimie, mathématiques, avait constaté qu'il y avait 2 de 6e, 2 5e, il y avait un manque de professeurs de mathématiques. Et il a vu les carnets de notes. Il a choisi 3 élèves de 3e, dont moi, pour enseigner les mathématiques aux plus jeunes, pendant que je préparais le brevet. Et comme nous étions 3, bon, on ne devrait pas avoir le même nombre de classes. J'en ai eu 2, une 6e et une 5e pendant toute l'année. Il y a même des élèves qui sont devenus des grandes autorités dans ce pays, qui ont siégé au gouvernement. Je l'ai enseigné en mathématiques. Enfin, cette promotion. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? C'est un secret? Vous pouvez voir la géographie de chez moi. Vous pouvez voir quelqu'un qui est plus jeune que moi et qui... mais parfois, vous êtes sur le plateau et surtout, au début, vous avez promis de dire sans filtre, sans langue de bois. Si ma mémoire est bonne et juste... Je pense que M. Charles, le ministre Charles Gafoumo, est passé par ce collège et a bénéficié de quelques interventions de ma part en mathématiques pendant toute l'année. En ce qui concerne la carrière professionnelle, entre 1983 et 1984, vous êtes professeur au lycée technique. 1988-1991, chargé de cours à la faculté des sciences économiques et à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Maringouabi. Entre 1997 et 2020, enseignant-chercheur à l'université Maringouabi et maître de conférences CAMES. Vous êtes conférencier dans plusieurs conférences scientifiques sur le plan continental et international, membre de la commission scientifique pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, auteur d'une centaine d'articles scientifiques publiés dans les revues et vous animez la revue Histoire et Mémoire. Un petit commentaire, professeur Grégoire Lefauba, sur cette carrière professionnelle que vous commencez d'abord au lycée technique. Et c'était lequel? Le lycée technique de 1er mai. Non, c'est-à-dire que je passais en première année de doctorat.
Oui. Il me paraissait utile et pertinent à l'époque d'avoir un poste budgétaire. Je suis arrivé à l'époque, c'était bon. Parce qu'un ancien m'avait prévenu qu'il y aurait des problèmes avec le Fonds monétaire international. Il fallait s'armer pour avoir un poste budgétaire. Et j'avais la possibilité, puisque j'ai été recruté en septembre, j'avais la possibilité de repartir et obtenir mon salaire. Moi, j'ai pas voulu cela parce que ça faisait comme une petite machination qui n'était pas de mon goût. J'ai donc passé une année pour enseigner au lycée technique pendant que je préparais ma thèse de doctorat. Ensuite, je suis reparti. Donc, j'ai rempli mon contrat avec l'État. Ensuite, vous avez parlé de maître de conférence. Non, je suis professeur titulaire des universités. Professeur titulaire des universités actuellement. Donc, professeur? Oui, professeur. C'est-à-dire que vous appelez souvent professeur par politesse pour tout le monde. Professeur à l'université. Non, les grades à l'université, lorsqu'on est maître, il y a maître assistant CAMES, professeur, maître de conférence, c'est-à-dire vous avez le titre de professeur, et puis titulaire après. Non, vous la êtes enseignant de rang A, mais vous êtes, d'après les prescriptions de CAMES, vous êtes docteur. Oui. C'est quand vous êtes professeur titulaire, qu'on vous appelle professeur. Maintenant, avec la coquetterie, les Congolais, ils aiment les titres. Bon, nous tous, on nous a appelés ainsi. Et quelquefois, plusieurs années, chaque année, le CAMES fait toujours le rappel. Parce que c'est un corps. Il y a une pyramide, il faut respecter. Un sergent, on l'appelle pas lieutenant. C'est ainsi. Mais ici au Congo, tout le monde est professeur, tout le monde est ceci, tout le monde est ministre, tout le monde est président. Et c'est le défaut de notre société. C'est peut-être une qualité de se bombarder de titres. Voilà, professeur Grégoire Lefoba, votre engagement politique, vous le commencez en 1973, alors que vous êtes encore au lycée et vous êtes dirigeant du syndicat du comité d'action provisoire. Oui, nous sommes passés pieds joints sur le côté qui m'intéresse le plus, c'est le côté qui dépend de moi essentiellement, les études. Quand je suis allé en exil, vous savez qu'après la guerre de 5 on va arriver, on va étape par étape. On va étape par étape. Non. Mais là, vous parlez de l'engagement politique, alors que vous avez cité la partie des études, de la recherche. La partie des études, la recherche, on va arriver étape par étape. Vous allez découvrir. Je pensais qu'on suivait l'ordre non, on va arriver. Vous avez commencé. On va arriver. Oui. Si vous voulez revenir, faire un commentaire, oui. Non, je suis discipliné. Voilà, allez-y. Je vais poser la question sur l'engagement politique. Parce que c'est le point que nous abordons maintenant. On sait que vous avez fait l'exil après la guerre de 97. Ah, si vous le savez, c'est bien. Oui. Non, mais l'engagement politique naît depuis le royaume d'enfance, c'est-à-dire que l'âge où on est pionnier. Je vous ai parlé de mon prof d'école, mon instituteur, monsieur Patrice Nguesso, qui était l'encadreur de la GMNL dans le village où il y avait l'école, là où j'étais à l'école. Et ce village était à 30 km de la frontière avec le Gabon. Déjà, moi, mon village est à la frontière. Le dernier village, c'est le mien, avec le Gabon. Vous avez dit, je suis né pas au Gabon au hasard, je suis né à Libreville. Donc, peu avant l'indépendance. Puis malheureusement, quand on est arrivé ici, les parents, je ne sais pas, ils ont perdu les papiers, ils ont écrit que je suis né à Obéli, mais non, je suis né à Libreville. Ah bon? Oui, mon identité. Il y a une confusion sur votre lieu de naissance. Mon acte de naissance. 386 de 26 octobre 1933 à Libreville, à l'hôpital général. Donc, c'est sans filtre, non? Oui, c'est sans filtre, je vous ai donné justement. les éléments. Oui, donc, mon engagement politique, à l'époque, la socialisation se faisait en même temps qu'on était à l'école parce qu'il y avait le mouvement des pionniers. Et donc, on était instruit pour avoir la morale civique par le mouvement des pionniers. Et c'est là où j'ai commencé à voir qu'un pays pouvait être attaqué. Et il fallait une armée, une milice. Et la GMNR était une organisation juvénile politique, mais aussi le bras armé du mouvement national de la Révolution. J'ai commencé à réfléchir quand j'étais à Kélé. Et puis bon,
Au collège... Et à cette époque, vous avez à peu près quel âge? Oui, mais quand on quitte le CM2, si vous n'avez pas redoublé, vous devrez avoir 12 ans. Vous commencez le collège, vous atteignez 16 ans, 17 ans, la troisième. Maintenant, au collège, bon, on était à l'IGEC, Voilà, dans le prof. bureau de l'IGEC, de classe, de collège. Mais au lycée à Makwa, je suis arrivé, j'étais au bureau du CAPRO et le président du Sénat actuel. Le président du CAPRO, c'était Jacques Obia, qui était ambassadeur du Congo à la CE, c'est-à-dire que à Bruxelles. Jacques Obia, il est ambassadeur itinérant actuellement. Voilà. Voilà, il y a d'autres collègues qui sont morts à Tebao et autres. Voilà. Et ce parcours politique, cet engagement politique, vous le poursuivez justement en 1991. Vous êtes membre du bureau politique du Parti congolais du travail. En 1991 aussi, lors de la conférence nationale souveraine, vous êtes parmi les délégués du PCT où vous défendez farouchement la vision du PCT et celle de Denis Sassou Nguesso. Toujours en 1991, membre du cabinet d'André Obami Itou, 1992, porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso. 1996, vous fondez votre parti politique, le Parti congolais pour le renouveau. En 1997, porte-parole du président Pascal Lissouba et membre de la délégation gouvernementale aux négociations de paix à Libreville. Et enfin, en 1997, vous vous exilez en France. Bon, vous voulez que je commente sur cette partie? Mais bien sûr, puisqu'il s'agit de votre parcours. Bon, je pense sur mon parcours politique. Je suis au cabinet Mais comment vous retrouvez porte-parole de deux candidats? 1992, d'abord de Denis Sassou Nguesso, et en 1997. Vous me laissez pas oui, commenter. Allez-y. Mais je vous relance simplement par des questions, professeur Lefouba. Oui, mais parce que là, il y a des choses que vous voulez apporter les précisions. Oui, exactement. Bon, allez-y. Après, répondez à ma question. Les études. Oui. Je viens au pays. Je suis au cabinet comme attaché. J'avais terminé mes études jusqu'au doctorat. J'ai enseigné à l'université attaché de Kamado Obami Itou. Ensuite, je suis choisi parmi les cadres qui étaient choisis pour être au secrétariat du congrès de 89, à l'époque de Camille Bongo. Et mes collègues, certains qui sont en vie, c'est le ministre Okio, c'est Pierre Ndion. Beaucoup sont décédés, même l'ancien ministre d'Abenza qui était le chef, le colonel Bouka. Voilà les gens qui étaient au secrétariat. Ensuite, j'étais conseiller au cabinet du ministre des Affaires étrangères, mais précisément le secrétaire d'État, Pascal Gayama. J'étais donc son conseiller à la coopération. Ensuite, le reste, la conférence, vous dites la délégation, nous étions 8 Mais avant d'y arriver, moi, je suis parti d'Italie. J'étais parti faire un stage en coopération de développement. Mon stage était interrompu puisqu'on m'avait fait appel, précisément le camarade de Mazala. Maintenant, je ne peux pas expliquer pourquoi j'étais porte-parole. C'est pas moi qui me suis nommé. Et puis, il faut vous dire que j'étais chargé de mission en même temps que l'ambassadeur Dekamo, qui deviendra plus tard ministre, pendant la transition au cabinet de l'actuel chef de l'État. Voilà, et puis arrive la conférence, j'ai fait ce que j'ai pu, parce que c'est vous qui avez eu l'appréciation, mais je vous en remercie infiniment. Farouchement, ça veut dire que vous défendez même sans raison. Non, je défendais pas la vision d'un homme, parce qu'on a confondu. On défend une idéologie, une pratique. Mais il s'avère qu'il y avait des monstruosités contre une personne. Et moi, il y a des enregistrements qui sont faits. Je ne veux pas faire la conférence nationale. Sinon, c'est me présenter comme un mercenaire. C'est comme si je voulais obtenir un dû. Ce n'est pas ni ma volonté, encore moins ma morale en politique. Voilà. Si ça apprécie, c'est bien. Voilà. Mais l'histoire est là. Sauf que l'histoire
Mais est-ce n'acceptent que, pas la est-ce que falsification. vous parlez, on parle justement, on va rester sur cette période, pas pour faire un cours d'histoire, professeur Lefauba, mais pour regarder ce qui a été fait en 1991, lors de la conférence nationale souveraine. Il y a des mots qui ont été décriés dans la gestion du pays. L'histoire se répète aujourd'hui avec les mêmes mots qu'on peut voir aujourd'hui: corruption, gouvernance. Bon, j'ai entendu à la conférence nationale, mais il y avait beaucoup d'exagération. Maintenant, aujourd'hui, si c'est les mêmes mots, ça veut dire que l'histoire peut balbutier. Mais je ne pourrais que porter un jugement amélioratif à l'opposé d'un jugement péjoratif. Je souhaite que lorsqu'on dit oui. Est-ce qu'on n'a pas retenu les leçons de cette période-là? Politiquement et historiquement. La corruption oui. ne se fait pas en groupe. Hein? Et on ne peut pas être amis en groupe. On ne peut pas faire la corruption ou corrompre en groupe. Il y a des individus corrompus dans toutes les sociétés, dans toutes les familles. Mais l'attribuer à un système, ça relève d'une analyse plus fine. Si le système fait la promotion de ces personnes que vous identifiez comme telles, vous pouvez mettre ça sur le dos d'un système. Mais parce que souvent, on peut dire, voilà, parti ethnique, parti ethnocentrique, mais dans aucun préambule d'un programme de parti, on est dit, nous recrutons des personnes de notre ethnie. Jamais. Mais c'est peut-être à la pratique. Par exemple, des partis qui sont en responsabilité aujourd'hui n'ont écrit nulle part dans le programme du parti, parce que c'est le parti qui fait mouvoir l'action. C'est la conquête du pouvoir. Et quand vous êtes au pouvoir, c'est la mise en œuvre de vos idées. C'est pourquoi on juge un parti par sa praxis. Mais, justement, maintenant, oui. La corruption, dans aucun document officiel du parti, il n'est mis nulle part mention. Bien au contraire, on lutte contre la corruption. Maintenant, si l'on remarque qu'il y a corruption, ce n'est pas un effet de groupe. Parce qu'on ne peut pas s'entendre en la groupe responsabilité individuelle. Mais est-ce que le politique congolais, dernière question sur cet événement historique majeur de notre pays, est-ce que les politiques congolais ont capitalisé l'héritage de la conférence nationale souveraine? Non, je ne crois pas forcément. Hein, parce que l'héritage, c'était quoi? C'était même pas très clair. L'héritage, c'était éviter les violences politiques. L'héritage, c'est la clarté, la démocratie, mais chacun peut juger à l'ouvrage, à l'épreuve. Mais je crois que... Et sur le volet démocratique? Non, pour moi, oui. le volet démocratique, c'est les acteurs. La démocratie se sent par la nature et la qualité des débats. Hein, c'est pourquoi on appelle le quatrième pouvoir. Déjà, si vous n'invitez pas des acteurs politiques, et ça c'est vraiment le triomphe de l'empire de la honte de Jean Zegler. Vous n'invitez pas la télévision, la radio, vous n'invitez pas pour que les acteurs politiques, les acteurs civils s'expriment. Mais vous faites la promotion de vote à partir de quoi? Si bien qu'il y a le communautarisme qui refait surface. Moi, j'entends souvent, mais c'est vraiment à mon corps défendant. Je n'imaginais pas que sur le parti unique, qu'on puisse dire à haute voix les cadres ressortissants de la cuvette, par exemple, de l'Ouest ou de la Sangha. Vous voulez dire quoi? Que pendant le parti unique, le pays, politiquement, les choses allaient mieux par rapport à aujourd'hui où il y a je pense pluralité des partis politiques. Oui, mais le pluralisme ne veut pas dire la démocratie. Hein. On peut avoir des partis fantaisistes. Mais moi, il y a des instruments normatifs qui peuvent déterminer qu'il y a la démocratie. C'est d'abord le débat. Une démocratie sans débat est une démocratie piégée. Parce que vous allez voter des gens sur la base de quoi? De quelle intention? Mais si c'est la pratique, mais votons ceux qui sont en responsabilité parce que c'est les seuls. Et vous classez, professeur Lefauba, la démocratie congolaise à quel niveau? Vous, il n'y a pas la démocratie congolaise. C'est la démocratie effectuée au Congo. Vous la qualifiez ainsi.
Mais moi, je ne suis pas un inspecteur de la morale ou un donneur de leçons. Mais moi, je pense que les acteurs politiques sont en manque de ce qu'on appelle le débat politique. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un miracle s'il n'y a pas de débat. Mais où est la démocratie? Si vous voulez le monologue. Mais c'est vous qui devrez faire la promotion du débat. C'est de cette manière et seulement de cette manière que vous saurez les idées de tel ou tel. Or, ici, vous avez voulu escamoter le problème de retour au communautarisme. Vous trouvez normal, sur les fondements d'une république, qu'on fasse la promotion du communautarisme sous le sceau de la géographie administrative en disant les cadres et restauration de la cuvette ouest. La cuvette ouest, par exemple... Cette appellation, c'est très dangereux pour vous. Oui, mais ce n'est pas dans les documents officiels. Mais c'est qu'il y a un problème, vous vous réunissez. Vous réunissez sous la forme de plusieurs entités ethniques, mais encadrées par la géographie administrative, parce qu'il y a la division territoriale du pays. Vous vous retrouvez ensemble et on vous appelle à tort cadre de la cuvette ouest. Et moi, je prends la cuvette ouest parce que ce serait bien de prendre cet exemple. Personne ne va me démentir. Moi, je ne suis pas cadre de la cuvette ouest. La cuvette ouest n'a pas une université, n'a pas de fonction publique. Ça, c'est le recul du pays. Bon, si vous dites ça, mais imaginez que les cadres et restauration de la cuvette se réunissent. Donc, vous serez content de voir le président avec eux. Mais ça, c'est des reculs. C'est des reculs énormes. Vous pouvez avoir une association, c'est normal. Mais dire, le premier mot, le premier substantif, c'est cadre. Ça veut dire que quand vous êtes en responsabilité, vous devrez faire la promotion des gens de chez vous, puisque vous êtes estampillé cadre 2. Moi, je suis cadre du Congo. Je suis cadre du Congo de l'Afrique. Je ne suis pas cadre de la cuvette de l'Ouest. J'ai des parents là-bas. Ils y vivent. Si vous voulez que ça soit par la géographie, on est cadre de Brazzaville. On y vit ici. On va s'intéresser à votre parcours encore professionnel, notamment les postes et fonctions administratives et politiques occupées entre 1988 et 1989. Vous êtes conseiller technique du secrétaire d'État à la coopération. 1989 et 1991, attaché politique au bureau politique du PCT chargé de l'organisation. 1991-1992, chargé de mission du président, ce que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure. 1992, ministre de l'Éducation nationale chargé de la réforme du système éducatif, de la jeunesse et des sports. 1993-1997, député de Kélé. 1993-1995, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. 1995 et 1997, conseiller spécial du président Pascal Lissouba. 2005-2017, conseiller spécial de l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, chargé de la formation et de la coopération culturelle. Alors, professeur Grégoire Lefauba, vous avez occupé les fonctions, hautes fonctions administratives et politiques dans notre pays. Un petit commentaire avant qu'on puisse aborder les questions d'actualité. Non, tout ça se passe en 28 mois. Donc, en 2 ans et 4 mois. J'étais ministre de l'Agriculture, l'élevage, environnement, tourisme et loisirs. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce sujet? Commenter les fonctions que j'ai occupées? Mais non, votre parcours, tout le parcours que vous avez eu, lorsque vous regardez, ça vous inspire quoi? Oui. Voilà. Ça m'inspire ceci. Quand je suis ministre de l'Éducation nationale, le Fonds monétaire et la Banque mondiale avaient interdit de recruter dans les services sociaux. Le Conseil des ministres, suite à la communication que nous avons faite, on est passé outre. On a rouvert les écoles normales d'instituteurs. Et d'ailleurs, j'ai eu un témoignage il y a 1 an. Et quand on a ouvert, nous avons donné la priorité à ceux qui avaient obtenu le lycée, le bac pédagogique. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai une dame, et elle est même à la retraite,
qui m'a reconnu, j'étais dans un taxi. Il dit, grâce à vous, je suis devenu fonctionnaire parce que vous avez privilégié ceux qui avaient le bac pédagogique, sont repartis à l'école normale d'instituteurs. Bon, ça c'est un fait sérieux. Maintenant, l'agriculture, on a fait des programmes et tout. Ce que je retiens, c'est que j'ai beaucoup appris. Les principes qui guident le gouvernement, la discrétion, la solidarité, la collégialité et beaucoup d'autres. Maintenant, si c'était le bilan à faire, il y aurait une émission spéciale. Mais ma plus grande fierté d'avoir participé à ces différents postes, déjà moi, en responsabilité à la présidence sous ce qu'on appelle, d'après la division de la trame historique de responsabilité de présidence association 1, c'est que j'ai appris beaucoup de choses en ce sens que quelquefois les collaborateurs les plus zélés, lorsqu'il y a des problèmes, ils deviennent vos bourreaux. Je l'ai appris à la conférence nationale. Ça peut se répéter même actuellement. Quand on occupe des hautes sphères, il y a les ailes, mais c'est souvent les premiers à avoir une autre dialectique. Ça, c'est la leçon que je retiens. Voilà, professeur, ancien ministre de l'Éducation nationale, mais comment vous jugez la qualité du système éducatif congolais actuellement? Est-ce que ça permet de construire une nation forte, une nation compétitive? Il y a pas très longtemps, j'ai dit que vous enseignez professeur à l'université Marien-Ngouabi, mais l'université Marien-Ngouabi était en grève depuis plus de 2 mois. La grève a été levée la semaine dernière et les cours ont repris que ce lundi 9. Est-ce qu'avec cet état des choses, on peut espérer développer le pays? Parce que c'est le système éducatif qui produit les cadres. Oui, vous savez, par décence, pas forcément morale, hein, éthique, il est indécent de juger le secteur dans lequel vous avez évolué, l'éducation nationale. Mais je dirais simplement, tout le monde le constate, qu'il y a très peu d'enfants qui sont même en première année, qui peuvent écrire une page entière sans faute. Je peux vous prendre un exemple que je connais. Le noyau de l'école, la préparation, c'est l'école primaire. Et si vous prenez ceux qui ont fait l'école, le collège, dans les années 60, vous prenez un étudiant de 4e année, vous faites faire une dictée, l'orthographe. Le gars de 3e année, de 4e année, sa rédaction sera truffée de fautes. Bon, si vous faites un tableau comparatif, la dictée est la même, la langue pour faire cette dictée est la même, ça veut dire que ceux de maintenant sont plus faibles que ceux d'hier. Mais par décence, c'est pas toujours bien de juger le domaine dans lequel vous êtes. Mais qu'est-ce qui justifie cette faiblesse? Est-ce que la mauvaise qualité actuellement du système éducatif, professeur Lefoba? Bon, écoutez, les écoles sont créées à volonté. Il n'y a pas le respect de la carte scolaire. Ce n'est pas la faute des ministres. Le député va dans un coin de brousse, il crée, pour avoir l'électorat, il crée à la demande des populations, le pauvre est obligé de dire à la portion centrale, comme on le dit, et diriger une école. Cette école est supportée par ceux qui ont échoué. C'est-à-dire qu'il est dans un village, il n'a pas obtenu le brevet, c'est lui qui forme. Vous savez qu'en France, le concours le plus difficile, c'est l'accès à l'école normale ou aux écoles normales d'instituteurs. Après, c'est la médecine. Et d'ailleurs, Angela Merkel, a augmenté la grille de salaire des enseignants. Les médecins, les administrateurs ont demandé la même chose. Elle a répondu en disant que je ne peux pas mettre à égalité avec ce que vous enseignez. Mais l'enseignement, c'est le meilleur. On ne peut prendre que l'élite. Mais ça a commencé pas aujourd'hui. Du moment où ceux qui avaient échoué au bac en 71, il y avait pénurie d'enseignants. On les a envoyés au collège, le déclin de l'enseignement. Mais maintenant, comparativement à ceux qui avaient fait le bac en 71 et ceux d'aujourd'hui, si vous envoyez quelqu'un qui a échoué au bac aujourd'hui pour aller enseigner au collège, mais c'est la catastrophe.
C'est la catastrophe. C'est Ça la se catastrophe. voit, ce n'est même pas moi qui commande. Vous voyez, dans vos maisons. Professeur Grégoire Lefauba, tout à l'heure, vous étiez en train de parler du tribalisme, notamment le tribalisme, la corruption, Je le parle de favoritisme. communautarisme. C'est Oui, oui. différent du tribalisme. Les mots qui minent notre société. Que faudrait-il pour construire la nation congolaise? Parce qu'une nation, c'est construit sur des valeurs, sur des idées et sur un idéal. Est-ce que le fait qu'il y a le tribalisme, repli identitaire, que les gens appartiennent plus à leur village, à leur département qu'à la nation congolaise, c'est un danger pour la nation? Mais c'est même toléré. Si les gens passent à la télé, ils sont des responsables au niveau national pour magnifier leur région d'origine. Mais comment s'en départir lorsqu'on est en responsabilité? C'est toléré. C'est pas toléré, mais c'est nous. Il y a une courbe, il y a un phénomène en physique, notamment en thermodynamique, qu'on appelle l'entropie. C'est-à-dire, c'est l'augmentation du désordre et l'affaiblissement de l'ordre. Quand les deux courbes se rencontrent, c'est l'asphyxie totale. C'est presque une mort subite. Or, il faut éviter qu'il y ait entropie sociale. On risque de penser que le désordre est un état naturel et normal. Or, on l'observe. Vous imaginez la République. Il y a des articles qui disent la République est une. Les régions sont des entités administratives. Mais ça ne peut pas vous donner le droit, quand il y a un problème de telle zone, de légiférer, entre guillemets. C'est un problème de la nation. Ça s'appelle problème global de l'État. L'État n'a pas de problème particulier pour... Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, professeur Grégoire Lefauba, cet état des choses, que les gens ont plus des appartenances ethniques que se sont appartenir à la nation congolaise? Oui. Parce que la démocratie au Congo n'a pas fait la promotion des idées. La promotion des idées n'a pas été faite. On pense que si on faisait une élection de liste proportionnelle, que le parti avec ses idées, si vous êtes élu sur l'ensemble du territoire, sur la base de vos idées, il y aurait moins cette question du communautarisme. Mais la politique, il a besoin de la clientèle. Il pense que par le communautarisme, on peut avoir des députés. Bon, donc, c'est la voie la plus rapide. Mais c'est une déchéance de la nation. C'est un amoindrissement de pays. Hein, combien d'années après la démocratie, en termes d'idées, dans notre pays, a sécrété un recul. Parce qu'au temps du parti unique, il y avait des débats sur la possibilité de mettre en œuvre ces idées pour les triomphes du socialisme. Ici, vous demandez à un Congolais, quelle est la politique mise en œuvre aujourd'hui? Parce que on voit la politique d'un pays, d'un gouvernement, à travers la nomenclature du budget. Quelle est la part qui va pour le soutien aux agriculteurs, aux paysans? Quelle est la part pour l'enseignement? De cette manière, si vous faites l'anatomie du budget, vous pouvez voir l'organe qui est privilégié. Or, sous le parti unique jusqu'en 91, vous voyez la production agricole. Il y avait l'ONCPA qui achetait des produits. Aujourd'hui, il y a une paupérisation paysanne au point où, lorsque nous y allons, on danse au tam-tam, on donne quelques billets d'argent, mais ça va se retourner contre nous. Quelqu'un me disait au Gabon que dans 15 ans, personne ne sera député. Ici, je prédis que dans moins de 10 ans, pour être député, les paysans, s'ils sont organisés, ils peuvent vous dépouiller totalement. Puisque le moyen de convaincre, c'est l'argent. Mais peut-être pas tous les acteurs. Hein. Il y en a, par exemple, des députés qui posent des actions, mais qui ne les font pas passer ces actions à la télé. C'est plus sobre. On donne de lait à quelqu'un, on montre à la télé. Est-ce que dans notre société, vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous faites la caméra? Mais il y a un amoindrissement les politiques de l'éthique. Est-ce que c'est le politique congolais dans leur majorité sont responsables de cet état de choses? La
abrutissement un peu de la population? Ça, c'est la première question. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui fonctionnent, sont mis en place sur la base des idées ou encore autre chose? Moi, je peux vous parler en Oui. connaissance de cause. Les idées sont secondaires. Les idées sont mises sur le papier pour orner, pour appartenir à une section internationale de la démocratie chrétienne, de la démocratie communiste, ce genre de choses. Ça n'est pas pris en compte. Parce que pour prendre en compte, vous parlez ici souvent des partis d'opposition, mais c'est un langage très faible. On parle de la gauche, de la droite, des partis du centre. Au Congo, par exemple, les partis du centre, c'est ceux qui n'appartiennent ni à la majorité, ni à l'opposition. Mais ailleurs, ça s'appelle les non-inscrits. Mais on dit le centre. Mais le centre par rapport à quoi? Les idées sont claires, jusqu'à preuve de contraire. Il y a des idées de gauche. Et vous voyez la rate politique, c'est même un cancer, que deux partis de gauche qui ont littéralement les mêmes idéaux se retrouvent les uns à l'opposition, les autres au pouvoir. Vous faites c'est allusion... je n'ai pas d'allusion à faire. Vous n'allez qu'à voir les partis politiques ici. Je n'ai pas à les citer. Vous voyez, ça se réclame tout le temps, non? Ça se réclame tout le temps. Le parti démocrate, le premier qui a eu sans récépissé, c'est le PSDC de Clément Mirassa. Il y a le RDD, surtout le RDD. Il y a l'UPADES. Et sur la base de la gauche, on peut imaginer... Mais je vous rappelle que le parti de Clément Mirassa ne fait pas partie des partis reconnus, politiques reconnus, officiellement au Congo. C'est pas reconnu comment? C'était pas parmi les premiers partis ici dans ce pays. Par rapport aux nouveaux critères. Mais ça, c'est aussi des problèmes. Vous voyez, vous ne reconnaissez pas parce que ça crée des problèmes inutiles. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est faible, il va mourir de sa propre faiblesse. Et moi, mon problème, c'est la promotion des idées. Hein. Moi, les hommes m'importent peu. Il y a une symbolique intellectuelle qui dit les hommes supérieurs par des principes, les hommes ordinaires par des hommes. Moi, je ne vais pas me minorer à parler des gens, mais je parle du fait que les partis de gauche que nous connaissons ne soient pas aujourd'hui avec le parti majoritaire au Congo. C'est-à-dire le PCT, qui ne soit pas avec le PCT? Oui. Qui se retrouve à l'opposition, Oui. qui fasse partie de la majorité présidentielle. La mésaventure avait commencé en 92. En 92. Oui. Alors, professeur Grégoire Lefauba, je vous ai présenté en tant que philosophe. C'est-à-dire que un intellectuel qui émet des idées pour éclairer la société et l'opinion, l'apport notamment des intellectuels dans le développement de notre pays. Est-ce que vous pensez, avec la liberté de ton et l'indépendance qu'on vous reconnaît, professeur Grégoire Lefauba, les intellectuels, souvent, on vous reproche, les intellectuels, lorsque vous passez de l'autre côté de la politique, il y a plus de rendement. Vous ne donnez plus des résultats. Vous êtes relégué à un titre où c'est de l'exécution sans résultat, professeur Lefauba. Mais vous dites très bien, vous êtes très pertinente. Vous parlez de l'autre côté. Ce n'est plus le côté où vous étiez avant. Donc l'autre côté a des principes. L'autre côté, c'est le côté politique. Oui, mais la transition est faite librement. Là-bas, vous parlez un autre langage. Mais là où vous étiez, il y a un langage, mais l'intellectuel... Est-ce que c'est pour autant, en tant qu'intellectuel, vous perdez cette logique-là de vouloir... Mais il n'y a pas une logique d'intellectuel. Il y a des intellectuels de gauche et de droite. Les intellectuels sans étiquette n'existent pas. Moi, je suis intellectuel de gauche. C'est-à-dire que je suis pour que les plus fragiles ne soient pas mis... Mais je vais reformuler ma question, professeur Lefauba. Vous, les intellectuels, les philosophes, lorsque vous adhérez à un gouvernement ou encore vous adhérez à la politique, vous devenez médiocre. Par les résultats. Mais qui vous a dit qu'avant qu'on était sans responsabilité, on était excellent? C'est que si vous êtes médiocre, c'est que vous étiez d'abord médiocre avant. La médiocrité, si c'est une équipe. Mais est-ce que c'est la politique ou encore c'est le système qui va aboutir l'intellectuel? Est-ce que c'est un gouvernement de philosophes?
Parce qu'un gouvernement hétéroclite, vous ne pouvez pas juger seulement une partie. Si vous êtes philosophe, on vous a donné les finances. Vous gérez les finances. Si vous êtes philosophe, on vous a donné la défense. Vous gérez la défense, vous ne gérez pas tout le gouvernement. Par conséquent, je ne dirais pas c'est l'amalgame, mais on donne trop de pouvoir aux intellectuels pour rien. Les intellectuels, ils ont aussi le droit de se taire. Mais vous allez parler pour vous retrouver en prison. Vous savez que ce que vous dites, ça peut vous amener en prison. Mais quel est l'homme conscient qui veut faire la prison inutilement? Est-ce que c'est l'intellectuel va perdre sa lucidité pour travailler simplement pour un système malgré Mais c'est l'intellectuel qui crée les systèmes. Tous les systèmes sont créés par les intellectuels. Ce que vous pouvez nous reprocher, c'est que c'est vous qui inventez des systèmes. Est-ce qu'au Congo, c'est aussi le cas? Ce sont les intellectuels qui créent le système? Mais lesquels écrivent les documents? Non, dans la réalité, dans la pratique. C'est les lettrés. Tout le monde n'est pas intellectuel. Je connais la subtilité qui est la vôtre. Tout le monde n'est pas intellectuel. Tous les diplômés ne sont pas intellectuels. C'est une volonté. Mais il y a des professions, il y a des formations scientifiques qui vous poussent à être intellectuel du coup. Si vous êtes philosophe, forcément. Mais par conséquent, tout ce qui se passe... Vous taisez simplement devant les injustices ou encore lorsque, pour protéger votre poste et vos fonctions, lorsque la société va là, vous jugez l'intellectuel au pouvoir. Non, je pose la question. Mais il y a une morale de pouvoir. Vous êtes dans un gouvernement, il y a une majorité, il y a la solidarité. Vous n'allez pas vous extraire. Si vous voulez être intellectuel pur, vous restez à émettre des opinions. C'est ça entendu. Mais là-bas, il y a des règles de jeu. Hein? Le gouvernement a des règles de jeu. Hein? Par exemple, la flatterie, ce n'est pas dans le gouvernement de flatter. Par exemple, les autorités suprêmes. Ça, c'est la faiblesse individuelle. Un ministre, c'est pas fait pour flatter. C'est écrit nulle part. C'est la faiblesse individuelle. C'est pas en tant qu'intellectuel, je vais flatter le président, je vais flatter le premier ministre, le directeur général, je vais flatter le ministre. Mais le culte de la personnalité, professeur Grégoire Lefauba, c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Non, le culte de la personnalité, ce n'est pas la personne qui est cultivée, si vous voulez, le néologisme. C'est nous, vous savez, ceux qui parlent fort, c'est ceux qui ont des résultats maigres. Si vous travaillez bien, le président va reconnaître vos mérites. Mais quelquefois, il est gêné. Quand dès chaque mot de discours, pour moi, la mère ou le père, le président, c'est des mots lourds de sens. On ne doit pas prononcer le nom tout le temps. Ça démonétise même la puissance du nom de quelqu'un. Dès que vous ouvrez la bouche, vous dites, mais ces mêmes personnes-là, dès qu'il y a un problème, ils ne parleront pas de la même manière. Mais un chef, on ne fait pas... c'est pas le chef n'a jamais dit parlez de moi. C'est vous qui imaginez. Et quelquefois, il est gêné même de vous le reprocher. Enfin, je pense, hein. Je parle d'expérience. Il est gêné. Et c'est à lui qu'on dira, le jour où il ne sera pas là, qu'il y avait le culte de la personnalité. Mais le culte de la personnalité, c'est qu'il y a ceux qui cultivent ce culte. Ça ne vient pas au hasard. Mais à un chef, on dit, par Est-ce exemple, que c'est pas ce culte qui les permet de se maintenir à leur poste là, vous et fonction? faites un jugement péjoratif. Ah, mais non, je vous pose la question simplement en tant que journaliste, vous en tant que philosophe, observateur de la société. Moi, j'ai été 2 fois porte-parole, mais personne ne m'a dit que je faisais le culte de la personnalité. Peut-être qu'ils ne me le disent pas par amitié ou par respect, mais je ne l'ai jamais fait. Mais il me semble que je n'ai pas outré l'un ou l'autre chef que j'ai servi. Mais à un chef, puisque vous avez dit sans filtre, on lui dit ce qu'on pense. Mais ce que vous dites n'est pas toujours juste. C'est à lui de prendre ce qu'il faut faire. Imaginez-vous que j'ai un collaborateur, j'ai une chemise qui est tachée de sang parce que je me suis rasé très rapidement. Il vient à l'oreille et dit, monsieur le ministre, votre chemise est sale. Enfin, elle est salie. Alors, s'il y a un autre qui vient dire, ah, monsieur le ministre, la chemise est salée. Mais celui qui est venu, le deuxième est impoli, mais le ministre m'écoutera. Mais même pour la direction du pays, c'est ça. Parce que si vous ne dites pas, qui va dire au président, si tout le monde répète que c'est bon, mais ce n'est pas un Dieu, il peut même croire que c'est bon. C'est donc pas le chef qu'il faut condamner, c'est les turiféraires. C'est ceux qui... mais on ne les maintient pas.
Bon, moi, je ne suis pas sûr qu'on les maintient à cause de ça. Si vous me faites cette découverte, je vais étudier le phénomène. Peut-être que vous avez raison. Je n'ai aucun moyen de dire que vous avez tort. Je n'ai non plus un moyen de dire que vous avez raison. C'est comme la question de Dieu. En tant que philosophe, vous savez manipuler les mots. Alors, professeur, le profil des politiques congolais, parce qu'un pays se développe, c'est vrai qu'il faudrait des hommes qui incarnent des idées, une vision pour gérer le pays, pour mettre le pays sur les rails du développement. Est-ce qu'avec le profil des acteurs politiques congolais, de Congo, peut espérer vivre le développement? Non, moi, je pense... C'est une question tellement pertinente et difficile à reprendre. Moi, je pense qu'il y a une perte de paradigme. Parce que, vous voyez, la génération du président actuel, quand il avait quitté l'armée, il ne disait pas que il faut que nous, les jeunes, en prenions la place. Il disait que nous, les jeunes, nous sommes bien formés, on doit s'exercer. Aujourd'hui, il y a deux catégories au Congo. Les femmes, d'une part, et ceux qui se disent jeunes. La revendication, les jeunes doivent prendre la place. Mais lorsqu'on demande qu'est-ce que tu as en main, il n'y a pas la réponse à cette question. Le président Ngouabi n'a jamais dit qu'on doit faire partie de Massamba Débat parce qu'il était vieux. Tu en main, c'est-à-dire en termes de compétences, en termes de... Moi, je pense, hein. Oui. Vous parlez, moi, je crois que tout le monde voit. Hein. Si les jeunes qui sont recrutés prouvent la compétence quelque part, parce qu'une société, c'est très grave, c'est comme une famille. Hein. On peut distiller des mauvais exemples. Moi, j'avais déjà dit il y a 7 ans qu'au lieu de revendiquer à 17 ans de faire le bac de s'admettre, vous revendiquez d'être député. Mais à quel moment vous allez apprendre et vous former? Et si tous ceux qui réussissent sont de ce format, vous aurez un pays dégarni de l'élite intellectuelle. Et c'est outrageant. Si vous ne le voyez pas aujourd'hui, hier, je disais que la constitution de 2002 était mauvaise. Moi, je sais vos collègues journalistes qui m'ont injurié, ont dit que c'est les gens de l'ancien régime. Mais on en est où? Aujourd'hui, vous répétez tout le temps que au Wando, au Forocé, au Nord, non? Mais pourquoi vous ne voyez pas? C'est vous les journalistes, non? Mais le Wando au Sud. C'est une question essentielle. Parce que quand vous nommez mal une chose, c'est le début de la justice. Et du coup... Lorsqu'on nomme mal une chose, c'est le début de l'injustice. Et c'est à contribuer au malheur du monde. C'est Camus. Oui. Par exemple, aujourd'hui, on dit les gens du Nord, donc les gens de Wando, alors qu'ils ne sont pas du Nord. Mais le Nord induit une ethnie. Et cette ethnie fait ceci. On ne dit pas qu'un tel agit mal, mais on dit que toute l'ethnie fait mal. Mais ce n'est pas rationnel. Une ethnie ne s'entend pas pour diriger un pays. Même si quelqu'un de votre ethnie, il vous prend, peut-être qu'il vous prend sur les critères de la compétence. Mais votre ethnie arrivera. Mais sauf si on voit que vous êtes recruté sans puissance intellectuelle ou technique, mais vous ne faites prévaloir... Est-ce que les compétences sont toujours les critères de sélection et de nomination dans notre société, ou encore il y a émergence d'autres choses, d'autres facteurs, la médiocrité qui va s'installer? La médiocrité, c'est l'oxymore de l'excellence. Bon, s'il y a médiocrité, c'est qu'il y a l'excellence. Mais donnez le conseil de prendre l'excellence alors. Mais je ne sais pas. Si j'ai un pouvoir, je prends les médiocres. Je sais qu'ils sont médiocres. Peut-être que celui qui recrute ne sait pas qu'ils sont médiocres. Mais quelqu'un ne peut pas se satisfaire. Vous êtes sûr que celui... Mais vous êtes dans une équipe. Il y a Ndomba Tostao. Il y a Géomètre. Il y a Tostao. Il y a Mokila. Ils sont là en bonne santé. Vous recrutez d'autres personnes pour aller à la coupe. Mais vous cherchez votre malheur. Tel est pour un pays. Même si les résultats d'un pays, ce n'est pas flagrant. Prof Lepoba, c'est vrai qu'avec vous, il y a beaucoup de choses à dire puisque vous avez vu passer le train de l'histoire. Nous sommes malheureusement à la fin. On va évoquer 2 questions, l'actualité, la présidentielle et le PCT que vous avez connu, professeur Lepoba, à l'époque, 1991. Est-ce le même PCT aujourd'hui qui est au service du peuple?
Ah, moi, je ne suis pas venu pour juger le PCT tel parti. Ce n'est pas le PCT qui est candidat, c'est un candidat. Je pose d'abord la question sur le PCT Le et puis, PCT, oui. le PCT, ça sera au législatif qu'il y aura le PCT, le sénatorial. Là, c'est un candidat qui est investi par un parti, une multitude de partis. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que ce parti est encore sur les traces idéologiques de son Bon. président fondateur? Mais est-ce que vous Bah, êtes sur les traces de vos 17 ans? Vous avez 17 ans quand je suis Ah, mais rentré non, je vous pose d'exil. des questions. Oui, mais vous... Non, enfin, c'est faire Oui. la maïtique, hein, c'est Oui. faire la maïtique Oui. pour dire que non, les choses évoluent. Mais ça peut évoluer à reculant. Est-ce que... Ouais, oui. Ça peut évoluer à reculant. Bon, tel que les choses se font, il faut éviter ce que je nommais par l'entropie, hein, l'augmentation du désordre et l'affaiblissement de l'ordre. Ça se voit dans la société. La perte de rapport au mérite dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'y a pas que la politique. Hein. Il n'y a pas que la politique. Allez-y dans les salles de classe. Allez-y à l'hôpital. Allez-y dans l'administration. Et comme dans chaque village, il ne manque pas de coq blanc, c'est ceux-là qui font marcher le pays. Ils sont peut-être 4 ou 5%. Les plus mauvais sont plus nombreux parce que le mérite n'est peut-être pas au rendez-vous. Mais quand on le dit, ce n'est pas que celui qui le dit est plus méritant. C'est le constat que l'on fait. Vous prenez le secteur de l'école, de la santé. Nous avons en 2 minutes, en 40 minutes, on ne va pas citer en extension tous les mots qui minent les systèmes. Mais retenez simplement que nous devrons, en commençant par vous, qui avez l'école, moi je dirais pas, c'est une école ambulante, la presse. Vous continuez toujours à dire quand le président Oyo qu'il est au nord. Mais pourquoi vous ne changez pas le paradigme? Vous contribuez au malheur du Congo. Parce que... Merci beaucoup, professeur Lefoba. Votre regard d'intellectuel sur l'élection présidentielle de mars 2026? Mais il n'y a même pas de regard. L'élection, c'est prévu chaque 5 ans. Les 5 ans sont arrivés, on va faire l'élection. On n'a pas fini d'enregistrer les candidats. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait plus de circulation des idées. Ah oui. Mais en fait, l'ignorance dans laquelle on baigne actuellement favorise le flou. Parce que la démocratie est un régime vicié. Vous dites à quelqu'un, à M. Akei, qui est chef d'un groupement de 15 000 personnes, quand je vais passer au pouvoir, je vais faire ceci, cela. C'est simple, les paysans ne retiennent que ça. Mais c'est le moment de rendre compte pour ceux qui ont la gestion du pouvoir. Et ceux qui veulent le conquérir, ils vont promettre tout. Parce que c'est facile de promettre et difficile de réaliser. Maintenant, les deux courbes se rencontrant, il faut beaucoup de sagesse pour que la démocratie ne déraille pas. Mais de grâce, faites parler les gens en contradiction. C'est-à-dire, faites des plateaux contradictoires. Vous verrez même que vous entendrez de la part du pouvoir des choses qu'ils ont faites qu'on a minorées parce qu'on a vu une seule faute, qu'on veut la rendre, qu'on veut les exponentialiser. Mais dans ce cas, vous êtes responsable, même co-responsable du désordre du pays. Vous ne faites pas les débats. Ça, c'est un monologue. Mais quel est le mérite d'un tel vous responsable, mais alors que les journalistes n'ont pas géré, c'est aux dirigeants, les responsables, et surtout pendant la campagne, pour clôturer professeur Lefoba, pendant la campagne présidentielle, c'est tout un kermesse, une foire politique, achat de confiance, distribution de l'argent et des vivres. Est-ce qu'en ce moment-là, le vote du peuple, qui est le souverain primaire, est encore un vote souverain, ou encore il va voter pour autre chose? Très brièvement. Oui, ben écoutez, vous me donnez... Si on va comme... bon, elle s'adresse l'aristocratie. Pour les gens bien élevés, cultivés pour voter. Parce que la démocratie telle qu'elle se passe. Au BME, Jean-François disait que c'est un régime le plus presque nul. C'est-à-dire que même celui qui a des problèmes mentaux a la même voix que vous. Le candidat vote, il a une voix.
celui qui est le plus nul de la famille a la même voix que vous. Mais c'est au moins le fait que tout le monde puisse s'exprimer. Mais vous me dites de dire en un seul mot. En un seul mot. Lorsque vous avez raté les débuts, ce qui va se passer dans 5, 10 ans, c'est que vous risquez de ne plus reconnaître ce que vous avez fait. Il faut encadrer, parce que toute société, le jour qu'on a, le 7 juillet, je pense, quand on avait honoré Obenga, le Congo est passé dans la voie de la Renaissance pour certainement tenter les Lumières. Parce qu'un pays célèbre les mérites. Ce n'est pas... Parce qu'ici au Congo, quand vous brillez, on dit « Oh, il veut montrer quoi ?» Vous faites bien, qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais c'est devenu ambiant. Et la jeunesse congolaise, celle de la diaspora, ne veut pas venir à cause de cela parce qu'ils n'auront pas de place. Parce que dès que vous commencez à faire la dialectique, on vous dit, oh, qu'est-ce qu'il va montrer? Même le ministre qui veut travailler, on dit dans sa propre famille. J'en ai l'espérance. Donc les autres sont là. Mais est-ce qu'on peut être mauvais parce que l'autre est mauvais? Mais c'est vous dans les familles. Hein? Moi, je suis ton oncle. Quand j'étais ministre, vous me dites, voilà, l'autre a eu tant de maisons, vous n'avez pas eu. Donc, aux Ali Zoba. Vous ne dites pas ça aux Ayuma. Vous ne dites pas ça. C'est vous qui avez contribué, les familles. Vous contribuez. On dit, est-ce que je peux voler? J'ai eu quelqu'un, pas dans la famille, hein. Je m'arrête là, il ne faut pas couper cette partie. Il veut faire un concours. Il vient me voir, il me dit, vous connaissez le président de telle université, est-ce que vous pouvez le contacter? Je dis oui, je peux le contacter. À quel sujet? Je fais le concours, je veux m'admettre. Je dis oui, tout le monde qui fait le concours veut s'admettre. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, dites-lui de bon, je vais le faire. Mais si quelqu'un le fait pour quelqu'un d'autre et que vous qui avez travaillé, vous échouez, vous serez content. Oh non, c'est son affaire. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parent qui va le faire. Mais voilà la jeunesse qui est au Congo. Hein. Et ça, ce n'est pas le jeune qui a tort, c'est nous qui faisons les concours, qui corrigeons les concours, qui patronnons ces concours. Est-ce que c'est pas le fait d'indexer les jeunes, c'est vrai qu'ils sont victimes? Est-ce que c'est pas l'auteur, c'est pas un système qui est créé, qui pousse les jeunes à aller dans cette direction-là, justement, la corruption normalisée dans la société, banalisée. Vous voulez dire légitimée. Oui. Peut-être légitimée par le fait qu'il y a l'omerta. Or, là, c'est la défaillance totale du pays. Ce n'est pas simplement les dirigeants. Vous venez nous demander des services, non? Tu es ministre, même mon nom. Vous ne faites pas ça parce que c'est gangréné. Il y a une métastase sociale de ce phénomène. Ne prenez pas ça à la légère. Vous allez vous réveiller un jour, d'autres nationalités, puisque la circulation des élites, ils viendront prendre les MTN, les RTL, Merci. l'énergie, tout. Merci, professeur Lefoba. Alors, dans le cas de cette émission, nous avons la rubrique Que pense le public? Et nous sommes allés à la rencontre des Congolais. Ils se sont exprimés. Ils ont donné leur point de vue, ce qu'ils pensent du professeur Lefoba. Suivez. Alors, je peux dire que c'est quelqu'un d'assez ouvert, porté par le débat, un intellectuel qui a le sens encore de la critique constructive et qui fait preuve de lucidité, mais aussi quelqu'un qui est ouvert à la transmission. Pour la petite anecdote, je connaissais le professeur de par sa notoriété et ses œuvres, mais j'ai eu l'opportunité de le rencontrer en 2022 sur un panel où j'intervenais autour de la diplomatie congolaise en tant que soft power. À l'époque, j'étais émissaire de la jeunesse à l'Union africaine. Et justement, à la fin du panel, le professeur s'est approché de moi. C'était la première fois que je le voyais physiquement, où justement il a reconnu la pertinence de mon intervention. Et pour la jeune génération que je suis, ça représente un aîné, un père. Donc du point de vue acuité intellectuelle, quelqu'un qui ne voit pas le gap générationnel, mais qui vient vers vous et vous dit « Madame, vous avez été brillante dans votre intervention, ce que vous avez abordé était pertinent ». J'ai trouvé ça d'une grande hauteur.
Et puis ensuite, nous avons abondé justement, comme j'étais curieuse de comprendre un peu l'histoire du Congo, nous avons abondé dans les discussions de l'histoire du Congo. Et donc, il était ouvert au partage. Pendant 2 heures, nous avons longuement abordé. Et puis depuis, nous avons gardé contact, nous échangeons essentiellement sur les questions relatives à la vie du pays. Et puis les questions internationales, de politique internationale aussi. Le professeur Grégoire Lefouba, à mes yeux, incarne l'excellence pédagogique dans toute sa splendeur. Car il a cette capacité rare, je dis cette capacité rare, et rendre la philosophie non seulement accessible à tous, mais également passionnante et intéressante. Dans la mesure où même ceux qui ne sont pas spécialistes dans le domaine sont fascinés, sont captivés par sa manière d'aborder les sujets de la société et sa manière d'intervenir sur certains problèmes. Et également par son esprit critique et analytique nous pousse à réfléchir de manière rationnelle et de manière logique sur certains problèmes qui minent la société. C'est un intellectuel, c'est d'abord celui qui est spécialiste dans un domaine précis. Et on lui reconnaît cette qualité parce qu'il est d'abord un spécialiste de la philosophie politique. Donc il prend part à ces débats quand il s'agit des questions de philosophie politique dans notre parcours, dans notre département. Il n'est plus à présenter. Intellectuel aussi parce que quand il s'agit de l'autre part de l'enseignement de l'université, c'est-à-dire le service rendu à la communauté, il est de ceux qui ne peuvent pas faire taire son opinion quand il est question de régler un problème d'ordre social lié à notre société, au problème de la vie. Et je crois que c'est ce philosophe-là qui joue ce rôle de fonctionnaire de l'humanité. J'ai l'honneur ce soir de parler du professeur Grégoire Lefouba, qui est un papa pour moi, parce que le petit frère de son papa est un papa. Il aura lui-même l'occasion d'expliquer les circonstances de mon propos. Je voulais aussi dire que c'est une chance pour moi d'avoir un papa comme le ministre Grégoire Lefouba, parce qu'il m'a donné son temps, ses conseils, et c'est une, comme on disent les chrétiens, c'est une grâce, parce qu'il est l'une des rares personnalités, et rares papas que j'ai, qui ne considère pas le jeune qui arrive derrière comme un concurrent, qui me prend, me donne des conseils, et m'accompagne dans certaines de mes idées. Je voulais dire aussi que, monsieur le ministre, vous êtes une grande personnalité de ce pays, auprès de qui nous venons souvent puiser en connaissance, en sagesse, et nous partageons, monsieur le ministre, deux grandes passions. La première, c'est l'amour du français dans sa façon de le rendre et de l'écrire. Nous partageons souvent quelques écrits et auprès de vous, j'en apprends toujours. C'est la fin de Sans filtre. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Merci à la réalisation et surtout merci au professeur Lefouba d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve très prochainement sur ce plateau pour dresser le profil d'une nouvelle personnalité. Sans filtre, présenté par Sarah Manguiar.